Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Pour ce nouveau podcast d'e-commerce Nation, j'ai le plaisir d'accueillir Cyprien Corriveau, responsable marketplace et partenariat de la marque Calicozy, et Hugo Desnoyelles, responsable commercial France chez Channel Engine. Channel Engine est la solution pour connecter les marques et les retailers à près de 1000 marketplaces et canaux de vente en ligne dans le monde pour maximiser vos ventes, simplifier votre processus e-commerce et augmenter vos revenus. Ensemble, nous parlons marketplace en décortiquant comment ces places de marché peuvent être bénéfiques pour les e-commerçants à condition de bien réfléchir sa stratégie. Retour d'expérience avec Calicozy et Channel Engine. Bonjour Cyprien, bonjour Hugo, merci à tous les deux de prendre de votre temps pour répondre à mes questions pour ce nouveau podcast avec e-commerce Nation. Alors, comme le veut la tradition, première partie, on va parler de vous et de vos entreprises respectives. Et donc, je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle. Et Cyprien, si on peut commencer par toi. Merci Charles, bonjour Hugo. Du coup, pour me présenter rapidement, je suis Cyprien Corriveau. Je suis ravi d'être parmi vous déjà pour ce podcast aujourd'hui. Et donc, j'occupe aujourd'hui le poste de responsable marketplace au sein de Calicozy depuis bientôt presque 5 ans. J'étais initialement seul dans une équipe composée de moi-même. Et désormais, on est une équipe de 3 personnes, bientôt 4 en devenir. Donc voilà, c'est une activité qui est plutôt grandissante. Et donc, ma mission, c'est de piloter notre activité sur les marketplaces tels que Amazon, Cdiscount, La Redoute, Maison du Monde, pour en citer que quelques-unes. Et donc, ça inclut plusieurs missions, voilà, de base de gestion des marketplaces, comme la gestion des catalogues produits, la stratégie commerciale, tout ce qui est logistique et accompagnement du service client, et un peu aussi le retail média, le pilotage des leviers marketing, etc. Ouais, des vastes sujets. Et justement, sujet marketplace, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus, évidemment, puisqu'on est avec Hugo qui représente Channel Engine et qui t'a invité, Cyprien. Du coup, merci Hugo d'être avec nous. Du coup, même question. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Complètement. Tout d'abord, merci Charles et puis merci Cyprien. Donc, Hugo Desnoyelles, je suis responsable commercial de la France chez Channel Engine maintenant depuis 2 ans et demi, 3 ans. Mais ça fait 7-8 ans que je bosse dans le monde des marketplaces, qui est vraiment un monde passionnant. À propos de Channel Engine, très rapidement, donc nous, en fait, on est un intégrateur de flux marketplace 3P, mais également 1P, donc notamment avec Amazon Vendor. Et donc, du coup, on aide, par exemple, Cyprien à connecter ses flux aux différentes marketplaces à l'échelle européenne. Très bien, merci Hugo. Et puis tu vois, tu as déjà anticipé la prochaine question qui était la présentation de vos entreprises respectives. Peut-être que tu auras des éléments à nous apporter un petit peu en plus pour finir cette présentation, mais je vais me tourner vers Cyprien quand même. Et Calicozy, est-ce que tu peux nous présenter Calicozy Bien sûr. Du coup, Calicozy, pour la faire, on va essayer de la faire plutôt courte. Donc pour la partie Calicozy, en fait, on est une entreprise qui est basée déjà pour la partie plus physique dans le Nord. On est environ une trentaine de personnes à côté de Lille. Et donc, c'est à partir de là que sont expédiées nos commandes, puisqu'on a nos bureaux et nos entrepôts qui sont au même endroit. Ensuite, pour la marque, Calicozy, c'est avant tout une marque, c'est un site e-commerce qui a été créé en 2017, spécialisé dans l'ameublement, les solutions de rangement. Et l'objectif, c'est vraiment d'offrir des produits qui sont à la fois fonctionnels, esthétiques et accessibles pour optimiser chaque pièce d'un intérieur de la maison. Donc vraiment, l'objectif, c'est de devenir ce partenaire tendance pour aménager, optimiser son intérieur. On a aujourd'hui une large gamme avec à peu près 3000 références qui évoluent. Donc on couvre différents styles de produits, du naturel, industriel, les intemporels, et sur des gammes maintenant un peu plus organiques, un peu plus tendance, pour répondre un peu à tous les besoins. C'est notre engagement, en fait, on a un engagement RSE, on est une entreprise, c'est important, on est une entreprise qui est certifiée B Corp, c'est des rares entreprises françaises à avoir ce label, donc on est très contents. Donc c'est vraiment quelque chose chez nous, on intègre la responsabilité sociétale, environnementale au cœur de la stratégie, on a un engagement fort en faveur du développement durable, et donc c'est pour ça qu'on a eu cette certification à travers plusieurs initiatives de notre part. Premièrement, un sourcing un peu plus responsable, avec plus de 50% aujourd'hui de nos produits qui sont fabriqués en Europe, contre 0% en 2019, parce que l'entreprise a été créée en 2017. Et donc, il y a aussi cette utilisation de matériaux qui sont un peu plus durables. On favorise le bois qui sont issus de forêts gérées durablement, qui sont labellisés FSC, PEFC, et on utilise aujourd'hui jusqu'à 60% de bois recyclé dans nos panneaux de particules. Pour finir, on a une économie aussi un peu plus circulaire, où on propose une seconde vie aux produits qui sont retournés dans nos entrepôts afin de réduire le gaspillage,
c'est-à-dire qu'ils sont remis dans des circuits locaux de seconde main via des partenaires. Et donc c'est vraiment une ambition pour nous de continuer à développer notre activité dans ce sens, vraiment tout en minimisant notre impact environnemental. Donc c'est vraiment c'est une fierté de pouvoir travailler aussi pour Calicozy, qui justement est une entreprise engagée en tout cas dans ce sens. Et voilà pour la partie présentation de la marque. Je pense que c'est déjà bien. Ce qui est hyper important aussi également d'un point de vue marketplace, non Cyprien, toute cette partie certification FSC, PEFC, beaucoup de marketplaces demandent ça en plus et sont de plus en plus intransigeantes par rapport à ça, si je me trompe pas. Tu tombes pas du tout. Elles sont carrément complètement plus exigeantes, beaucoup plus que pour avoir vu un peu l'évolution sur les 5 dernières années. Du coup, c'est beaucoup plus exigeant désormais là depuis 2 ans, complètement sur vraiment. On demande maintenant d'avoir les labels, même des fois les numéros de contrat, hein, presque des fois de certains engagements avec des certificats FSC, PEFC, qui sont demandés par certaines marketplaces, hein, qui sont un peu plus regardantes et justement qui aussi d'un autre côté permet de mettre en avant sur leur site qu'on a cette certification et qui en fait aussi un levier pour les clients. Donc il y a des filtres des fois sur leur place de marché qui permettent d'aller filtrer sur des produits justement. Le plus connu, nous, qu'on utilise beaucoup, c'est Maison du Monde avec le Go This Beautiful, où on a vraiment ce certificat un peu de, notre produit, il est fabriqué en Europe, il est fabriqué avec des matériaux durables, etc. Des vraies actions qui sont mises en place. Merci en tout cas pour ta présentation plus que détaillée de Calicozy. On te connaît mieux toi, on connaît mieux Calicozy. Hugo également avec Channel Engine. Est-ce que tu avais d'autres éléments, peut-être quelques chiffres forts, Hugo? Ouais, je peux complètement citer quelques chiffres. Ouais. Donc comme je l'ai dit au tout début, on est un intégrateur de flux 1P plus 3P. Quelques chiffres, on a un peu plus de 950 marketplaces maintenant connectés à Channel Engine. Okay. On arrive petit à petit à la barre des 1000 marketplaces. Donc là, ça va être vraiment un chiffre symbolique. Je pense qu'on va y arriver d'ici les prochains mois. Donc vraiment avec une casquette hyper internationale. Forcément, une grosse partie des marketplaces se trouve en Europe et en France, qui est forcément un pays où il y a énormément de marketplaces. Ouais. Mais on va retrouver également des marketplaces sur lesquels on est connecté aux US, en Asie, sur toute la partie Émirats Arabes Unis, qui est maintenant un gros sujet tendance, et également toute la partie social commerce, TikTok Shop, qui est sortie, sur lequel on est hyper content d'être connecté. Donc forcément, un intégrateur de flux, on n'aime pas trop s'appeler intégrateur de flux parce qu'on voit plus Channel Engine comme une suite marketplace. Donc vraiment faire en sorte d'intégrer forcément les flux, d'automatiser les flux, mais de créer de la croissance via l'outil. Donc avec plein de features qu'on a mis dans notre software qui vont aider sur la profitabilité au niveau des marketplaces, qui est hyper important parce que quand on prend en compte les frais de livraison, les possibles retours, les taux de commission des marketplaces, il y a quand même une notion de profitabilité à prendre en compte et qu'on a justement intégré dans Channel Engine par plusieurs biais, et également d'autres features assez intéressantes type pack produit, traduction, etc. Donc on veut vraiment que ce soit un outil tout en un pour accélérer son objectif de croissance e-commerce. Ouais, très bien. Bah écoute, merci à toi pour toutes ces précisions. Je crois que maintenant, vous connaissez vraiment bien tous les deux et ce que vous faites dans vos entreprises respectives et ce que ces entreprises font aussi pour le marché. Et puis pour la barre symbolique des 1000 marketplaces, on pourra en discuter quand ce sera fait et peut-être échanger à ce sujet-là. Pourquoi pas Avec grand plaisir. Je pense que ça devrait arriver assez rapidement. Ok, et on va rester attentif à ça. Merci à tous les deux pour cette partie présentation. Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet, justement un petit peu destin lié entre Calicozy et les marketplaces et donc forcément avec Channel Engine. Première question pour tous les deux. Pourquoi est-ce que les marketplaces aujourd'hui sont stratégiques pour Calicozy? C'est quoi l'objectif, un petit peu ce parti pris des marketplaces et comment ça marche aujourd'hui pour toi, Cyprien, dans ton quotidien? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que l'activité marketplace, elle est évidemment très stratégique. Elle fait grandement partie de notre stratégie car elle est l'activité qui rapporte aujourd'hui le plus à Calicozy. On tourne autour de 85% de notre chiffre d'affaires qui est généré via des marketplaces. Donc c'est quand même extrêmement conséquent. Depuis la création, Calicozy a toujours eu cette approche pour maximiser en fait la visibilité et toucher une clientèle qui est quand même variée parce que voilà, on a commencé avec un site qui était peu connu dès 2017 du coup. Ouais. Et donc on a commencé à vendre les produits sur les principales marketplaces françaises, les plus connues Amazon, Cdiscount, La Redoute. Et en fait, ça c'était afin d'élargir notre audience et de tester notre offre également, puisqu'on était aussi aux prémices du projet. Donc on a continué sur cette lancée. Nous, on s'est beaucoup développé en France, déjà très très mature avec ces marketplaces que j'ai cités, et on a continué à développer avec l'arrivée de d'autres places de marché très importantes en spécialistes du mobilier, comme Maison du Monde, surtout qui a vraiment permis de faire quand même un plutôt gros boom à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'est vrai qu'en France, en tant que vendeur de mobilier, en plus, on a un vivier de marketplace qui est quand même plutôt intéressant. Avec là, c'est que pour les nommer, La Redoute, Maison du Monde, il y a aussi But, Conforama, il y a Vente Unique, il y en a encore d'autres. Donc voilà, on a quand même un bon vivier pour se développer en France. Donc ça nous a permis d'avoir une belle croissance
sur ces dernières années, avec une croissance franchement qui tourne à 2 chiffres chaque année. Donc vraiment une très belle performance qui nous a permis de grossir nous en interne également, d'avoir plus de gamme de produits, de développer de nouvelles catégories et donc et d'avoir plus de visibilité également sur notre site internet, parce que c'est aussi ça l'enjeu des marketplaces. C'est devenu un levier dans notre stratégie de croissance parce qu'elle permet d'augmenter la visibilité de notre marque au global et de tester des nouvelles gammes de produits. Ça nous permet vraiment de faire du test et garder que le meilleur de ce qui fonctionne de notre activité en fait. Non mais j'allais dire que voilà, du coup nous cette activité elle a été stratégique en France et en fait du coup la suite logique c'était de la développer en fait dans les autres pays européens frontaliers à commencer à l'international avec du coup l'Espagne, l'Italie et donc on continue cette croissance internationale via justement l'aide de Channel Engine qui nous accompagne sur ce développement. Et donc aujourd'hui, on est présent dans à peu près 9 pays sur près d'une trentaine de marketplaces, du coup en Europe, qui couvrent, comme je disais, Espagne, Italie, Allemagne, Benelux, etc. Ouais, très bien. Et du coup, je voulais revenir sur ce que tu disais au départ, où c'était la stratégie marketplace était là dès le début de Calicozy quasiment. C'était quoi un petit peu les défis rencontrés à ce moment-là? Je dis ça parce qu'il y a forcément des gens qui nous écoutent qui justement sont pas encore sur les marketplaces et qui se disent ok, pourquoi pas, mais est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que tu as quelques éléments à nous apporter à ce sujet-là? Complètement, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de défis sur les marketplaces. C'est une activité qui est à part et je trouve il faut vraiment quand on veut faire la marketplace la prendre en compte au début de sa stratégie, que ce soit déjà sur un point le plus important qui va être le prix en fait, la gestion de ses marges, parce que tout simplement on a une commission sur les marketplaces qui va directement impacter la rentabilité. Donc voilà, il faut évidemment prendre en compte ce point dans le calcul de son prix. Il y a aussi la logistique, le service client, c'est quelque chose sur lequel on est monitoré. Donc en fait on n'est pas, on va dire, on n'a pas la même souplesse qu'on peut avoir sur notre propre site internet, puisqu'on est monitoré, on a des KPIs de performance qui sont contrôlés par les marketplaces, par nos account managers généralement, qui vont nous remonter si jamais on est en dessous des performances et qui peuvent même amener parfois à des suspensions de notre compte. Donc c'est vrai que si on est un vendeur qui est peut-être dépendant d'une place de marché, se faire suspendre son compte, ça peut faire très mal à l'activité. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien l'avoir en tête avant de se lancer et de voir déjà aussi comment optimiser ses processus de logistique de service client. Donc c'est une pression de la part des marketplaces, on va dire, mais c'est une pression qui est quand même très positive, puisqu'elle permet quand même de s'améliorer, d'être plus efficace, d'être plus rapide. Donc c'est quand même, ça permet d'améliorer au global son service. Et c'est quoi ton conseil, peut-être au début, de cibler 1, 2, 3 marketplaces? Est-ce que cibler les plus grosses ou cibler celles qui sont sur mon marché? Tu parlais au début, par exemple, toi, d'Amazon, et après tu as parlé Maison du Monde. Enfin voilà, c'est quand même relativement différent. C'est quoi un petit peu ton conseil avec du recul maintenant? Avec du recul, je pense qu'en fait, déjà, le premier conseil, c'est aussi dans un premier temps, c'est de diversifier les canaux, parce qu'en fait, il faut diversifier les sources de revenus. Faut réduire le risque au maximum qui est lié à la dépendance à une seule plateforme. Donc voilà, s'il y a un vendeur qui ne fait que du Amazon, qui fait 90% de son chiffre sur Amazon, connaissant Amazon, voilà, du jour au lendemain, on peut être suspendu. Ça peut être catastrophique. Donc il faut vraiment aller chercher d'autres sources de revenus. Pardon. Et je pense qu'il faut cibler les places de marché qui seront propres à l'activité que vous voulez mettre en place. Nous, on est sur du mobilier, donc forcément, sur du Maison du Monde La Redoute, on est sur du spécialiste, on va très bien fonctionner. Là, on va moins fonctionner sur Amazon notamment, qui est plus généraliste. Donc après, ça dépend aussi forcément le secteur, le produit que vous allez vendre. Il y a des places de marché qui sont très très niches, qui existent, ou qui sont vraiment qui vont se concentrer que sur une certaine partie de l'alimentaire fabriqué français, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment, franchement, maintenant, vu le vivier de marketplace qu'il y a, je trouve, en France et même en Europe, il y a quand même, je pense, de quoi faire pour à peu près tous les typologies de produits très spécifiques. Ouais, ça reste quand même une décision qui est stratégique et pas pas se dire, ok, c'est bon, j'ai mon site e-commerce, je vais pouvoir me déployer sur les marketplaces assez rapidement. C'est vraiment tout un travail qui est derrière. C'est pas si simple. Et comme tu disais, ça impacte la logistique, ça impacte le pricing, ça impacte tout un tas de choses. Et il faut prendre tout ça en compte dans la stratégie. Est-ce que, Hugo, avant de passer à la question suivante, justement, qui concerne le partenariat, on va dire, et votre rôle Channel Engine avec Calicozy, est-ce que tu as des éléments à apporter sur cette première question de choix stratégique des marketplaces? Ouais, c'est un point qui est hyper important, et également vraiment prendre en compte là où les consommateurs vont acheter les produits. Donc c'est-à-dire que avoir une stratégie également de connaître ce que les consommateurs attendent des produits. Donc c'est-à-dire que
vendre ses produits sur Maison du Monde, ce sera une typologie client complètement différente de ces discounts. Prendre en compte également les retours possibles. Certaines marketplaces vont être plus sensibles au niveau des retours. Donc c'est prendre également tous ces éléments en compte. Je pense qu'il y a un vrai benchmark à mettre en place quand on se lance côté marketplace comme Cyprien l'a super bien dit, d'avoir forcément un équilibre parfait entre toutes les marketplaces et éviter forcément la dépendance, mais vraiment également prendre en compte là où on veut aller en tant que marque, sur quelle place de marché, parce que forcément il y aura un impact sur l'image de marque. Si on est une marque ultra premium et qu'on se met sur une marketplace, par exemple Temu, Shein, il y a un décalage énorme. Et également prendre en compte forcément le potentiel de chiffres qu'on peut réaliser, c'est hyper important, mais également le potentiel que ça peut apporter justement à la notoriété de la marque. D'avoir une marque et de se lancer par exemple sur un Maison du Monde, à la Redoute, ça le fait, tout simplement. Franchement, il y a un impact hyper positif et qui pourra être également un vrai levier, non seulement d'un point de vue e-commerce, mais d'un point de vue plus B2B. On travaille également avec des marques qui sont présentes en AP, donc en retail, mais également en marketplace. Ils utilisent les marketplaces tout simplement comme un levier également pour les aider d'un point de vue retail. Donc c'est vrai que les marketplaces ça représente plein de potentiel au niveau global d'une société, qui peuvent être forcément e-commerce, D2C, mais plus également B2B. Très bien, merci à toi pour ces précisions, en plus de toutes les précisions, on va dire, terrain de Cyprien. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle du rôle justement de Challenge Engine dans cette stratégie. Tu en parlais tout à l'heure en introduction, Cyprien, puisque là, vous essayez de vous étendre sur l'international. Vous êtes sur 9 pays, si je dis pas de bêtises et si ma mémoire est bonne. C'est ça. Voilà, c'est quoi un petit peu le rôle et comment est-ce que vous travaillez ensemble justement pour mener à bien cette stratégie, la faire évoluer et faire évoluer l'entreprise? D'abord, peut-être le point de vue de Cyprien et puis après, ton point de vue, Hugo. Ouais, bien sûr. Très simplement, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir d'où on vient. Avant, nous, notre partenariat avec Channel Engine, on travaille déjà avec l'intégrateur, nous, on travaille avec ShoppingFeed, un partenariat qui se passe très bien également sur la partie France. Et donc, on était aussi présent avec eux un peu sur quelques places de marché internationales, donc en Allemagne, en Espagne, par exemple. Et on était présent en fait sur 4 pays. On faisait un chiffre d'affaires à l'international qui représentait environ 25%. Même moins, plutôt 20% de notre chiffre d'affaires. Okay. Et qui désormais, depuis le lancement, nous, ça fait à peine 1 an, je pense qu'on travaille avec Hugo et Channel Engine maintenant. Ça nous a permis d'atteindre vraiment sans complexité à l'entrée, vraiment sur certains marchés, justement grâce à, comme disait Hugo, certaines features qui permettent la traduction de contenu automatiquement dans Channel Engine, qui sont hyper pratiques, ou même d'autres qui vraiment facilitent en tout cas l'intégration sur ces places de marché qui sont des fois en Allemagne par exemple, tout simplement. Moi personnellement je parle pas allemand, donc voilà, c'est vrai que ça facilite. Et donc voilà, pour dire, ça fait à peine 1 an qu'on travaille avec eux. Aujourd'hui on est sur 9 marchés européens et le chiffre d'affaires il représente désormais 40% de notre chiffre global. C'est vraiment une belle évolution, d'autant plus que le chiffre français continue d'évoluer, donc c'est pas juste la croissance n'est pas uniquement portée par l'inter, elle est beaucoup portée par l'inter, mais la France continue d'évoluer. Donc voilà, vraiment, ça c'est déjà le premier point, c'est l'accès à un portefeuille qui est déjà hyper intéressant parce qu'ils ont une expérience, je pense, sur cette partie internationale, Benelux notamment, les pays nordiques, qui est hyper intéressante, qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Donc ça, c'est aussi ce qui nous a beaucoup séduit sur leur accompagnement. Et il y a aussi je trouve un accompagnement qui est plutôt vraiment bien dédié à notre situation. Voilà, on a des points quand même réguliers avec Hugo, avec Elodie qui est notre compte manager chez Channel Engine, tous les mois pour dire, et même un support qui est franchement 24 heures sur 24, même les week-ends. Okay. Vraiment. Donc c'est quand même vraiment un accompagnement qui est hyper personnalisé. Donc c'est super bien pour nous. Ça nous permet d'avoir aussi le retour de ce qui se fait sur le marché, d'autres marketplaces, d'autres vendeurs. Ça nous permet d'avoir une vision un peu plus globale aussi et pas être uniquement dans notre bulle en tant que vendeur. Qu'est-ce qui fonctionne de notre côté? Ça nous permet d'avoir cette vue d'ensemble qu'on n'aurait pas forcément si, je pense, on ne travaillait pas avec eux. En tout cas sur cette partie marketplace, du moins internationale. Donc voilà, franchement, un partenariat qui fonctionne bien depuis 1 an désormais, qui est en vue d'être conduit en tout cas. Ouais, du coup, pour résumer, tu passes de 25% à 40%. En France, ça continue de grimper et du coup, gain de temps, gain d'efficacité et véritable support, on va dire, d'experts, quoi. Oui, voilà. Donc après, évidemment, du coup, en gain d'efficacité, nous, on a choisi un modèle hybride, donc forcément, on a deux intégrateurs, donc c'est un modèle particulier, mais c'est
c'est un modèle qui est assumé. Parce qu'en fait, Ouais. aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'aller chercher cette croissance. Donc après, c'est forcément des choix à prendre en compte. Ça prend du temps, évidemment, de recréer des intégrations, d'optimiser son contenu. Il y a quand même, je dis pas que voilà, Channel Engine fait du très bon travail d'intégration, mais il y a quand même une grosse partie, pas du vendeur, d'optimiser son contenu dans les langues, de se préparer quand même à la mise sur le marché allemand, sur la mise sur le marché néerlandais. C'est pas quelque chose qui va se faire tout seul, évidemment. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça se fait pas en un claquement de doigts C'est ça. et en une semaine. Bah écoute, merci Cyprien. Hugo, ta vision côté Challenge Engine, du coup, sur ce partenariat et comment ça se passe depuis un an. Oui, complètement. En tout cas, un grand merci Cyprien pour ce feedback. Ça fait toujours plaisir à entendre. Non, alors c'est super de bosser avec Cyprien parce que tout simplement, on a cette même ambition qu'Alicozy et Channel Engine. Je crois que c'est vraiment notre moteur et notre ADN, c'est d'aller chercher de la croissance à l'étranger. On a pu en discuter au tout début du podcast. C'est vrai que la France, il y a énormément d'opportunités de croissance sur la France avec un catalogue marketplace qui est absolument hallucinant. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a tout optimisé, qu'on a réussi à ouvrir toutes les marketplaces qu'on souhaitait ouvrir, il n'y a plus grand-chose à faire. Ouais. Franchement. Et là, l'intérêt, c'est vraiment d'amener, par exemple, Calicozy à aller chercher de la croissance sur l'étranger avec des marketplaces qu'on ne connaît même pas en tant que consommateur français, Ouais. avec des noms assez obscurs, mais des marketplaces qui génèrent un chiffre assez intéressant. Je pense notamment à quelques marketplaces type un Fonk, un VT un Home Deco, un XXS Lutz, par exemple en Allemagne. C'est des marketplaces qu'on connaît pas forcément, mais là où il y a une croissance et une possibilité de croissance qui est assez hallucinante. En plus, on vient targeter des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé que sur l'Italie et sur l'Espagne. Donc forcément, on se retrouve avec des paniers moyens. Et je sais pas si tu vois ça également dans les chiffres, Cyprien. Si, complètement. C'est hyper intéressant et nous, encore une fois, ça fait partie de notre ADN. C'est amener nos partenaires sur de la croissance à l'étranger, sur des marketplaces qu'on ne connaît pas forcément, mais où il y a des super opportunités de business, encore une fois, de façon intelligente, donc avec des outils de traduction, de conversion des devises, de packs produits, également pour augmenter la profitabilité sur les différentes marketplaces. Encore merci à Cyprien et toute l'équipe de Calicozy de nous faire confiance, parce que je suis ravi de savoir que on a apporté une certaine croissance au niveau des chiffres. C'est que le début, parce que un an c'est court. Ouais. Je pense qu'il y a encore des très belles marketplaces à ouvrir ensemble, mais c'est vrai que tout ça, c'est bien beau de tout avoir dans un outil, mais il faut encore une fois le support qui va avec. Et je pense que c'est également un élément qui est assez important à Channel Engine, c'est le fait que au global, dans la société, on est plus ou moins 250 répartis aux quatre coins du globe. Donc on a des équipes en Allemagne, des équipes forcément aux Pays-Bas, sur le UK. Ça apporte également une certaine connaissance du marché. Donc on saura exactement, une marque française qui souhaite se développer sur l'Allemagne, on saura exactement vis-à-vis de nos collaborateurs qui sont sur ces différents pays les marketplaces à ouvrir, des certains points d'attention à prendre en compte, type est-ce qu'il nous faut des certifications particulières pour tel pays, qu'est-ce que les consommateurs aiment bien retrouver par exemple dans les descriptions des fiches produits. Donc on apporte également cette connaissance du marché qui est hyper importante dans la réussite d'une activité à l'étranger, parce que forcément on a un peu moins forcément l'overview, dans le sens où quand on se lance sur une marketplace française et qu'on est français, on comprend exactement les attentes, mais quand on se lance à l'étranger, c'est plus compliqué. Mais le plus dur, c'est vraiment de sauter dedans et de se lancer sur cette activité, et après tout roule, dans le sens où il y a vraiment une opportunité à saisir, surtout qu'il y a très très peu de compétiteurs, en tout cas français, qui se retrouvent du coup sur ces marketplaces à l'étranger. Donc ça laisse beaucoup de potentiel. Justement, comme tu disais tout à l'heure, vous allez peut-être, sûrement bientôt dépasser la barre symbolique des 1000 marketplaces. Tu peux pas toutes les connaître forcément. Peut-être, j'imagine que toi, Hugo, tu les connais pas non plus toutes. Pas toutes, non. Mais voilà, il y a toujours des belles surprises, j'imagine, et surtout sur des marchés comme celui-ci, qui est un très bon exemple, celui de l'Allemagne, où on connaît pas forcément, nous, en tant que Français, ou même, j'imagine, les étrangers ne connaissent pas les marketplaces françaises, par exemple. Voilà, il y a aussi tout un rôle d'expert et de connaissances que vous avez et que vous apportez aussi à vos clients. Ça, c'est super important, parce que peut-être que Cyprien, lui, de son côté tout seul, ne serait pas allé sur certaines marketplaces parce qu'il les connaît pas, parce qu'il n'en voyait pas l'intérêt, et qu'au final, il est bien content d'être dessus aujourd'hui. Mais complètement. Et j'allais rebondir sur ce que disait Hugo. Vraiment, c'est vrai que, je vais peut-être un peu répéter ce que tu dis, mais au-delà de l'expertise, même, purement technique, de la partie, même si tu veux pas qu'on l'appelle comme ça, mais la suite marketplace. Au-delà de cette partie technique, expertise technique, c'est vraiment du conseil. C'est du conseil, comme le disait Hugo, c'est du conseil stratégique où, complètement, moi, franchement,
franchement, il y a des places de marché dont on a parlé que je ne connaissais pas du tout, où je vais avoir un retour de Hugo qui va me dire, ou d'Elodie qui vont me dire, c'est une place de marché qui fonctionne très bien avec d'autres vendeurs sur tel marché, etc. Moi, je te conseille d'y aller. C'est quelque chose auquel j'aurais pas forcément pensé et qui vraiment pour le coup jusqu'à maintenant ont été des paris qui ont fonctionné. Donc non, vraiment, c'est vraiment aussi du conseil. C'est pas juste de l'accompagnement technique sur la partie vraiment j'intègre mes produits, il y a des features, etc. C'est vraiment aussi sur comment qu'est-ce que tu devrais faire à mon sens sur tel marché, et même sur l'optimisation du contenu. C'est vrai que des fois c'est pas très facile d'accéder. Ouais. On a des fois des heures de lecture de documentation sur des marketplaces comme je sais pas, par exemple bol.com aux Pays-Bas. Encore une fois, c'est pas évident de tout traduire en néerlandais, de néerlandais au français, etc. Donc des fois on passe à côté de certaines informations. Là où justement on va avoir des fois des challenge lines qui va venir nous dire là sur comment optimiser ton contenu. En fait, nous on a un peu centralisé cette information. Il faut faire comme ça pour que ton titre soit optimisé. On te conseille de faire ça. Enfin voilà, il y a vraiment cette partie qui aussi nous permet de centraliser des informations qui nous prendraient des heures à aller récupérer parce qu'ils ont cette connaissance justement du marché, qu'ils ont comme il disait, des acteurs qui sont un peu aux quatre coins d'Europe, qui vont connaître le marché dans lequel ils sont. Puis il y a vraiment un écosystème, on l'a vu il y a 2 semaines maintenant, Cyprien, où on s'est croisé à Bruxelles. Oui. C'est vrai que c'est un écosystème à Challenging où en fait on travaille avec, je pense que au moins 80% de nos partenaires en France ont décidé de choisir Challenging pour vraiment ce côté international et du coup profiter d'une croissance et accéder à une croissance qui n'était pas forcément le cas sur leur propre marché local français. Et on a pu voir des beaux échanges entre d'autres acteurs du mobilier, Calicozy, peut-être partager quelques tips, quelques marketplaces qui fonctionnent bien. Et c'est vrai que c'est le but vraiment de Challenging, c'est d'apporter ce côté humain, créer un peu un petit écosystème de marchands français qui souhaitent aller chercher de la croissance à l'étranger. Parce que forcément, on a de la connaissance de notre côté, mais on n'a pas la connaissance que Cyprien peut avoir à longueur de journée de dealer avec les marketplaces au quotidien. Donc, pour le coup, non, je pense que c'est vraiment un partage de connaissances également global qui permet une chose au final, de la croissance. Ok. Ouais, complètement, parce que malgré toute la préparation qu'on peut avoir en amont, l'optimisation, etc., à un moment, il faut se lancer. Ouais, il faut appuyer sur le bouton. Il faut activer sur le bouton on et voir ce qui se passe. Et après, c'est là qu'on fait un peu les retours d'expérience. C'est sur les lancements, c'est toujours un peu du test and learn, comme à chaque fois. Donc, on s'adapte. Et je pense que c'est pour ça aussi, c'est un point important quand on travaille sur des marketplaces, c'est être très flexible, c'est savoir s'adapter rapidement, modifier ses conditions ses conditions de livraison, ses conditions tarifaires. Il faut savoir être souple. C'est super intéressant vos retours. Et j'ai une petite question qui me vient avant qu'on avance alors c'est une question, je sais déjà que vous allez me dire, ça dépend, mais ça prend combien de temps justement à ouvrir une marketplace? On va dire dans le cas le plus classique. Ça dépend. Je m'attendais pas à cette réponse. Non mais en gros, grosso modo, si on peut prendre un exemple concret, par exemple, moi je suis Cyprien, Calicozy, je veux aller sur une nouvelle marketplace, je sais pas, en Allemagne, puisqu'on parlait de l'Allemagne. Hugo t'a proposé une marketplace, toi t'as donné ton go. Comment ça se passe? Juste pour avoir une petite idée de la temporalité. Ouais, bien sûr. Je donne une petite idée un peu, de la roadmap classique d'une intégration place de marché. Justement, s'il y a une mise en relation, par exemple, via Hugo, ça va être déjà le premier contact avec un futur account manager ou business developer de la marketplace. Donc voilà, ils apprennent déjà à connaître la marque. Ça se fait pas forcément toujours du jour au lendemain. C'est pas on te présente un tel le compte actif. Donc forcément, il faut déjà se présenter la marque pour voir s'il y a une correspondance en termes de stratégie, en termes de catalogue produit avec la place de marché. Donc certaines sont plus exigeantes que d'autres, ça c'est sûr. Toutes ne le sont pas. Mais donc quand il y a un minimum d'exigence, des fois il y a quelques discussions qui se font sur la cohérence. Ensuite, tout dépend. Quand même, ça dépend aussi de l'outil qui est utilisé. Si on va être sur une place de marché qui utilise un connecteur Miracle, ça a déjà un gros impact sur la rapidité du paramétrage, parce qu'en fait c'est toujours le même quelle que soit la place de marché. Nous, à quelques différences près, mais nous ça nous permet quand même un énorme gain de temps quand c'est du Miracle. Parce que des fois, un exemple tout bête, pour Amazon, c'est pas du Miracle, c'est sur un outil qui leur est propre. Il faut quand même un peu plus se plonger dans les méandres de Amazon pour comprendre ce qu'on doit remplir comme caractéristiques obligatoires, etc., etc. Donc Miracle, pour ça, c'est toujours un point fort. Donc ça joue beaucoup sur la rapidité. Et donc après, il y a toute cette partie administrative où il faut valider ce qui s'appelle des KYC. Donc c'est tout, un peu montrer la patte blanche d'un point de vue administratif pour vraiment dire que le compte est prêt à être mis en ligne et à vendre des produits
sur le site. C'est Know Your Customers, hein, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est ça. Moi, j'utilise toujours le terme, mais je ne sais pas exactement. Donc voilà, donc ça c'est la partie administrative, et puis après la partie produit, où vraiment voilà, on va travailler maintenant sur le catalogue. Des fois ça peut aller très vite, des fois ça peut être beaucoup plus long, parce qu'il y a des exigences qui sont pas du tout les mêmes en fonction de chaque place de marché. Certaines on va mettre le catalogue et il y a 2-3 retouches à faire. Certaines, il faut retravailler l'entièreté de nos titres, parce que ça ne correspond pas aux exigences de la place de marché, qui sont généralement différentes d'une place de marché à l'autre. Donc il y a quand même généralement un petit jeu de contenu à retravailler, des allers-retours en fonction de si la place de marché, justement, elle va valider manuellement les contenus ou c'est de manière plutôt automatique. Donc non, je pourrais pas vraiment te fixer un nombre d'heures, mais ça prend beaucoup d'heures. Mais de A à Z, est-ce qu'on peut dire que ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois? Bah voilà, en fonction de la réactivité de chacun, ça peut aller quand même assez vite. Franchement, si on est très réactif, qu'en face ça répond bien, en 2 à 3 semaines, ça peut être ouvert sans problème. Ok. Bon, ça dépasse un petit peu le ça dépend. Mais c'est super important parce que effectivement, ça va dépendre de tes produits, mais ça va dépendre aussi justement du nombre de produits que tu as, etc. Enfin, c'est pour ça que le ça dépend, il est obligatoire dans cette question. Il est obligatoire, ouais. Mais c'est histoire d'avoir un petit peu tous les dessous de cette stratégie et que c'est pas, comme on disait au début, un claquement de doigts, on dit ok, ça m'intéresse d'aller sur cette marketplace, bah go, demain je crée le compte et c'est parti. C'est pas du tout ça, en tout cas à votre niveau. Donc voilà, mais ça me semblait intéressant d'évoquer ça avec toi. Je vous propose qu'on continue sur un petit peu les tendances et évolutions des marketplaces. C'est quoi un petit peu votre vision à tous les deux, Hugo côté solution, Cyprien côté marchand, mais voilà des tendances et peut-être aussi comment ça a évolué puisque comme tu disais Cyprien, ça fait plusieurs années que vous êtes sur les marketplaces, même depuis le début, on va dire, depuis Calicosi. Donc comment est-ce que vous avez vu évoluer tout ça? Peut-être d'abord Cyprien et puis après Hugo, comme on fait depuis le début. Bien sûr. Moi, je trouve qu'en tant que vendeur, en fait, on se rend compte quand même que le marché du e-commerce, que ce soit nous, on a une expérience plus en France, donc forcément, c'est là où ça va me plus te parler, mais je trouve qu'on le ressent aussi sur les autres pays, maintenant qu'on y est depuis quelques années. Il est en fait de plus en plus concentré sur certains acteurs. La frontière entre les acteurs, elle est quand même de plus en plus fine, que ce soit les petites marques ou les grosses. On est tous en recherche de trafic et de croissance. Donc, on se retrouve plus ou moins tous sur les mêmes endroits, les mêmes grosses places de marché, qui en fait aujourd'hui c'est les mêmes qu'on connaît, les 20 top sites avec du trafic. En fait chaque année c'est un peu les mêmes et ils sont juste de plus en plus gros. Moi c'est le ressenti que j'ai en tout cas. Donc c'est des sites comme Amazon, les Cdiscount, La Redoute, Maison du Monde, Bol.com pour l'international par exemple. Ils ont créé et continuent en fait de développer leur propre écosystème où ils ont des règles propres à leur site et une fidélité de la part de leurs clients qui sont justement habitués à ces règles et donc auxquelles nous en tant que vendeurs on doit s'adapter. Ils ont leur propre service marketing, leur propre service de stockage avec le fulfillment qui existe chez Amazon, qui existe chez Cdiscount, qui existe chez Paul également. Donc voilà, même Maison du Monde qui n'a pas ce service, par exemple, ils ont encore récemment lancé un outil qui est un peu comme leur propre studio photo, où ils ont la possibilité, nous en tout cas ils nous font bénéficier en tant que vendeurs de leur service de modélisation 3D pour justement intégrer nos produits dans des ambiances, chose qu'on ne pourrait pas forcément faire parce que nous on n'a pas de modéliste 3D en interne. Donc voilà, il y a vraiment on a même aujourd'hui la possibilité de créer sa propre boutique au sein des marketplaces. C'est ce qu'on appelle le shop in shop. Beaucoup le font maintenant, on crée nos propres bannières, nos propres boutiques. Donc on est vraiment sur ces places de marché, leur objectif, elles sont simplement d'offrir une expérience client qui est la plus optimale, c'est sûr, en termes de trafic, d'UX, d'expérience d'achat. Mais pour ça, ils savent qu'ils doivent quand même donner à nous, vendeurs, les outils pour nous développer sur leur site. Parce que c'est pas nous qui allons devoir développer des outils pour pouvoir être plus performants sur leur site. Si eux, ils veulent continuer de grossir et générer du trafic et de la croissance, ils sont obligés de nous donner un peu les outils clés en main. Donc voilà, pour moi, on est sur vraiment un modèle qui évolue, mais qui reste concentré sur ces mêmes sites qu'on connaît déjà, mais qui on est sur des écosystèmes qui se développent de plus en plus. On retrouve la plupart des acteurs un peu toujours sur les mêmes endroits, franchement, qu'on est en France, à l'inter, on va retrouver les mêmes gros acteurs et petits acteurs. Donc il y a une facilité aussi, je pense, aujourd'hui via les outils, que ce soit Channel Engine ou d'autres, de s'intégrer aussi. Avant, il y avait quand même beaucoup plus de barrières qui bloquaient l'entrée sur certains marchés par rapport à aujourd'hui. Donc on va plus facilement retrouver, nous on est dans le Nord, on va facilement retrouver d'autres acteurs du Nord qu'on connaissait bien en France sur ces marchés également. Donc voilà, après je pense qu'en tant que marchands, l'avenir du e-commerce, ça passe par un équilibre
où les marketplaces elles vont continuer d'innover pour offrir leur expérience d'achat la plus optimale possible, tout en imposant des contraintes qui sont quand même aux vendeurs sur les qualités des fiches produits, sur les conditions de livraison, sur les conditions de gestion du service client. Et donc l'enjeu pour nous en tant que marque, c'est de s'adapter à cette stratégie hybride où on doit exploiter à la fois la puissance et la visibilité de ces marketplaces, tout en renforçant notre propre canal de vente pour garder aussi le contrôle sur notre image, notre relation client et voilà sur notre marque tout simplement. Voilà. Ouais, super intéressant ton retour d'un point de vue marchand. C'est un petit peu l'adage s'adapter ou s'éteindre au final. Ces marketplaces, il faut qu'elles fassent tout ça pour vous et continuer à grandir en même temps que vous, puisque tout le monde va aller dans le même sens. Merci pour tes retours terrain. Cyprien, je me tourne côté solution maintenant avec Hugo. C'est quoi pour toi l'évolution des marketplaces, les tendances que tu peux voir avec ton œil d'expert maintenant? Ouais, complètement. Alors c'est vrai que maintenant, comme on a pu en parler au tout début, on voit des acteurs qui étaient purement des plateformes TikTok qui se lancent du coup en modèle marketplace, qui avaient déjà essayé ça et qui l'ont déjà mis en place sur l'Asie, sur les USA, maintenant qui arrivent en Europe. Donc on voit vraiment une mouvance de certaines plateformes se transformer en tant que marketplace. J'ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps également. J'invite les auditeurs d'e-commerce nation à se balader en centre-ville et de regarder un peu les enseignes autour qui se trouvent dans le centre d'une ville et de compter le nombre d'enseignes qui sont maintenant des marketplaces également. C'est absolument hallucinant. Le nombre de retailers qui sont transformés en tant que marketplace ou alors qui ont ajouté cette casquette marketplace. Maintenant, c'est même très compliqué de voir, d'imaginer un acteur qui n'est pas encore en modèle marketplace. Ouais. Donc, on voit vraiment cette évolution constante sur de nouvelles marketplaces qui arrivent, de nouveaux modèles d'achat qui sont hyper intéressants. Justement, notre super équipe marketing avait fait un peu une étude de marché sur un peu le poids des marketplaces dans le e-commerce et un peu l'évolution que ça va donner d'ici les prochaines années. Il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est qu'on estime qu'en 2027, la part des marketplaces 3P prendra 59% du e-commerce global. D'accord. Donc 59% du e-commerce global va passer du coup via les marketplaces 3P. C'est un chiffre qui me semble être hyper intéressant et qui montre encore une fois l'intérêt également des marques de se lancer en tant que marchand sur les marketplaces parce qu'il faudra capter forcément l'audience. Ça va également en corrélation avec un autre chiffre qui est que en 2025 on a quasiment la moitié des recherches qui commencent du coup via les marketplaces. D'accord. Donc c'est à peu près 47% des consommateurs qui démarrent directement leur recherche pour leur prochain achat, d'un téléphone, d'une table de jardin, etc., directement via des marketplaces. Ça passe même plus via un Google ou alors via le site e-commerce propre d'une marque. On passe via vraiment les marketplaces. Donc c'est devenu en fait un vrai moteur de recherche qui continue de grandir au fur et à mesure. Et qui va prendre encore plus de poids. Et j'ai une dernière métrique à partager qui me semble être hyper intéressante. Alors forcément, sur les différentes catégories de produits qu'on peut retrouver à l'achat sur les différentes marketplaces, type l'électroménager, type le fashion, l'électronique, etc. La top catégorie, qui est la préférée et de très loin en termes d'achat sur les marketplaces, ça va même pas être les vêtements, ça va être la partie home and déco, donc l'ameublement. Okay. L'ameublement et la décoration. Ça faisait justement partie de notre recherche qu'on a pu faire avec l'équipe marketing de Channel Engine. On a interrogé beaucoup de consommateurs. À 74%, les consommateurs nous ont dit, la top catégorie qu'on préfère acheter sur les marketplaces, ça va être l'ameublement et la déco. La deuxième catégorie, on va retrouver tout ce qui est textile, les vêtements, mais à 51%. Donc il y a vraiment un écart assez important de 23% entre la première catégorie en top achat et la deuxième. Ce qui renforce encore une fois l'idée de, quand on est une marque d'ameublement, de déco, d'aller se lancer sur les marketplaces parce que c'est un environnement qui bouge constamment, qui vient à s'améliorer constamment. Et justement, Cyprien a lancé la notion de Miracle, qui est l'outil le plus simple quand on veut se lancer en tant que coopérateur marketplace. Donc quand on est un retailer et qu'on souhaite ouvrir son modèle également en tant que marketplace, on a forcément des miracles. Mais on voit également qu'il y a une grosse mouvance côté éditeur marketplace qui est où on a beaucoup plus d'acteurs qui commencent du coup à lancer leur propre solution d'édition de marketplace. Donc on va retrouver des Octopia, on va retrouver des marketplacers, on va retrouver des TB1. Donc également côté éditeur marketplace, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, beaucoup de nouveaux modèles de mise en place marketplace. Donc c'est vraiment un univers ultra passionnant. Et je pense que si on bosse dans cet univers avec Cyprien depuis
pas mal d'années maintenant. C'est parce que voilà, c'est un univers où ça se repose pas et il y a vraiment vraiment beaucoup de choses à explorer, des nouveautés constamment. C'est en expansion, mais depuis 5 ans en tout cas, où en effet moi je travaille dedans, c'est vrai que ça ne fait qu'évoluer, comme dit Hugo, entre les outils, les possibilités. Alors désormais, depuis l'intelligence artificielle, on voit une flopée aussi d'outils qui permettent de gagner des heures et des heures en temps opérationnel. Donc non, franchement, c'est vrai que il a complètement raison Hugo, ça n'arrête pas d'évoluer. Et pour rebondir sur la partie marketplace qui sont maintenant quasiment omniprésentes, je suis complètement d'accord avec toi Hugo, c'est qu'aujourd'hui, je pense que même les consommateurs ne se rendent pas compte à quel point, des fois, ils achètent sur des sites internet Exact. où ils pensent acheter sur encore la marque. Hein. Enfin, c'est pas les tromper que de faire ça, hein, parce que c'est quand même très clairement écrit. C'est juste que c'est une méconnaissance du marché de e-commerce, de pas savoir qu'en fait ils achètent, voilà, si un client achète sur la Redoute, il y a des chances qu'ils n'achètent pas un produit la Redoute. Ils ne le savent pas toujours forcément, et nous on reçoit encore des messages, hein, c'est transparent de dire ça, parce que un client qui dit ah ouais bah je pensais avoir acheté un produit à la Redoute, je comprends pas, là, vous n'êtes pas la Redoute en fait. Donc techniquement après il faut leur expliquer le modèle, etc. Mais et ils le comprennent, mais c'est vrai que c'est encore peu connu, mine de rien. Exact, exact. J'ai eu la même expérience côté opérateur marketplace pour l'enseigne pour laquelle je bossais et pour laquelle du coup on a développé ce modèle marketplace. Exactement la même chose. Les consommateurs contactaient du coup cette grande enseigne de bricolage avec un logo vert en disant voilà j'ai acheté tel produit, ils se rendaient même en magasin avec le produit, sauf qu'on devait leur expliquer. Il y avait beaucoup de travail, un peu d'évangélisation, d'éducation auprès du consommateur en disant non, c'est un produit marketplace, donc c'est également un service client qui est différent. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, Cyprien, beaucoup de consommateurs ne savent même pas, voilà, en allant sur la Redoute, ils achètent au final un produit Calicozy. Ce qui est top également, parce que ça prouve que vous faites un bon, un bon service client. Donc ouais, non, c'est top. Ouais, du coup, il y a aussi un travail du coup d'éducation d'un point de vue consommateur aussi, du coup, par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Mais ça, voilà, dans tous les cas, pour résumer un petit peu ce que vous venez de dire cette dernière minute, c'est qu'on n'est pas prêt de ne plus voir les marketplaces dans le paysage du e-commerce et du commerce de manière générale en France, en Europe et dans le monde. Si ça vous va, on peut passer à la dernière partie, c'est un petit peu les projets à venir et la conclusion. On est quasiment à la fin de notre échange. Je vais me tourner vers Cyprien pour te demander voilà, tes prochains défis, toi en tant que Cyprien de Calicozy sur les marketplaces. C'est quoi un petit peu vos défis de demain, en tout cas peut-être sur cette fin d'année par exemple? Du coup, sur l'année à venir, en tout cas, nous, on a, comme on le disait, on a un an ça fait un an qu'on travaille avec Channel Engine. L'objectif, c'est de continuer l'aventure. On est en un an, en fait, c'est surtout du développement, en fait, hein, qu'on fait. On ouvre de nouveaux canaux. Maintenant, il y a toujours cette partie, du coup, en fait, il y a toujours ce déroulé qui est un peu le même, hein, quelle que soit la place de marché, quel que soit le pays. Il y a la phase de lancement, test, on trouve notre modèle, on analyse, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Une fois qu'on s'est fixé sur une stratégie, on la met en place, on analyse encore, on est toujours dans de l'analyse des résultats. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est l'optimisation du contenu et de notre présence, de nos outils, de notre service, de notre marketing sur cette place de marché. Donc pour vraiment aller dynamiser cette présence sur ce nouvel acteur et finalement sur la partie plus dynamisation commerciale et pilotage. Voilà. Quotidien. Donc c'est vrai que c'est une phase qu'on retrouve sur chaque place de marché. Et donc là, nous, aujourd'hui, on a été un peu plus tôt dans cette phase trouver notre modèle, analyser chaque marché, comprendre voilà, quelles sont les spécificités en Allemagne par rapport aux Pays-Bas, en termes de services, de réponse au service client. Donc nous, on était en phase de test sur une année. Hein, ça prend du temps de tester quand même parce que voilà, il suffit pas de se baser sur une place de marché en Allemagne pour connaître le marché allemand. C'est sûr. Encore une fois, c'est différent entre certaines places de marché. Donc il faut un panel un peu plus large pour vraiment se construire une stratégie au pays. Et puis cette année, on va être sur une stratégie beaucoup plus d'optimisation de notre contenu parce qu'en fait, ça passe aussi beaucoup par cette phase d'optimisation parce qu'on va remonter dans le référencement des algorithmes des places de marché. D'un point de vue SEO, il faut remplir les attributs pour pouvoir remonter dans les filtres. Donc voilà, il y a beaucoup de travail à faire aussi sur le contenu maintenant et la dynamisation commerciale, hein, travailler sur des opérations avec ces places de marché pour être mis en avant sur des bannières, des choses comme ça. Donc voilà, continuer à développer de nouveaux canaux de vente sur l'international et optimiser ceux qui sont existants. C'est un peu le mot d'ordre de cette année. Très bien, écoute, on suivra ça avec grande attention. Et vous n'êtes pas prêt de vous ennuyer, du coup, côté Calicozy, puisqu'il y a quand même pas mal
mal de choses à faire, comme tu nous le disais, sur les prochains mois, même les prochaines années, si on se projette un petit peu plus loin. Merci Cyprien. Et Hugo, côté Channel Engine, à part dépasser les 1000 marketplaces dans quelques semaines, c'est quoi un petit peu les évolutions attendues? Ouais, complètement. Alors, l'évolution que moi j'attends plus personnellement, c'est on a doublé les chiffres de Calicosi ensemble au niveau international en un an. Du coup, ce serait de refaire la même chose sur cette deuxième année. Ce serait top. Ça serait très beau. Donc, allez, on va aller vers cet objectif, mais d'un point de vue plus global au niveau de Channel Engine, il y a eu un gros projet de notre côté. En fait, c'était vraiment dans l'ADN de Channel Engine, on bosse qu'avec des marques et avec des retailers. En général, ces marques et ces retailers ont la double casquette 1P plus 3P, donc 1P avec Amazon Vendor. Le gros objectif de Channel Engine sur la fin de l'année passée et du coup de cette année, c'est vraiment de faire en sorte qu'on n'ait plus qu'un seul endroit pour gérer l'ensemble de notre activité marketplace au global 1P plus 3P. Donc, au niveau de notre outil, on a ajouté beaucoup de choses pour gérer le catalogue Amazon Vendor, gérer les disputes avec Amazon, les PO, etc. Et on veut vraiment faire en sorte que, voilà, on puisse permettre également cette gestion hybride qui est hyper importante entre du 1P et du 3P. Du 1P où on a du volume, certes, mais on a une profitabilité qui est moindre, et du 3P où il y aura peut-être un volume plus faible, mais une profitabilité plus intéressante. Donc, c'est vraiment notre gros objectif d'avoir un outil tout en un P plus 3P. Et après, en termes de grosse évolution, donc on est en train de mettre beaucoup d'intelligence artificielle. Notre CEO Yorit est très fan d'intelligence artificielle. Okay. Et on est en train de mettre ça beaucoup en place dans Channel Engine sur différents paramètres pour vraiment faciliter la vie de nos partenaires sur la gestion de leur catalogue, sur l'optimisation. On veut vraiment que, voilà, en 2-3 clics, on puisse ouvrir une nouvelle marketplace, faire en sorte de l'optimiser. Donc ça, c'est le gros objectif. Et enfin, le plus important pour nous, encore une fois, c'est d'avoir cette vision de suite marketplace. Okay. Donc toujours de mettre encore plus de features qui vont pouvoir être hyper importantes dans la croissance d'une marque sur la marketplace. On a vachement avancé dessus l'année passée avec la création de packs produits directement sur Channel Engine, sans impact sur la logistique ni le back office. La traduction des fiches produits, la conversion des devises, notre repricer. On a également retravaillé sur notre outil de repricer, de repricing qui nous permet vraiment d'aller sur la profitabilité, vraiment de prendre en compte les commissions des marketplaces, comment être profitable du coup sur cette partie marketplace. Vraiment beaucoup d'innovation de notre côté. Beaucoup de travail forcément, mais c'est ça qui est top. Et puis on voit le résultat et quand on entend des feedbacks comme celui de Cyprien, c'est vrai que ça fait toujours plaisir et on sait pourquoi du coup on bosse. Ouais, c'est sûr. Et puis pareil que Calicosi, hein, vous n'allez pas vous ennuyer sur les mois qui viennent. Hein. On va avoir pas mal j'ai hâte de découvrir tous ces nouveaux outils avec l'intelligence artificielle. On compte du coup sur Elodie, petite pensée du coup pour Elodie, pour qu'elle te montre tous ces outils du coup une fois qu'ils sont lancés. Mais voilà, encore une fois, l'objectif c'est d'avoir une plateforme pour tout gérer, simplifier la vie et également du coup cette croissance à l'international. Donc en activant encore plus de marketplaces qui sont des marketplaces de niche, mais encore une fois qui vont permettre une croissance assez importante. Bah écoute Hugo, on fera le bilan fin d'année, on se croise toujours à un ou deux événements, alors ça sera l'occasion d'échanger à propos de ça. Peut-être pour conclure tous les deux, si vous pouvez donner, comme je le disais au tout début de ce podcast, c'est qu'il y a pas mal de e-commerçants qui débutent ou qui se lancent, etc. et qui peut-être réfléchissent à cette stratégie marketplace. C'est quoi votre conseil à chacun? Peut-être deux conseils, hein, parce que un, des fois c'est un petit peu trop dur de tout mettre en un. Mais voilà, si on devait résumer un petit peu notre échange, ce serait quoi votre conseil? Toi d'abord Cyprien, puis après Hugo. Ouais, c'est vrai que en tout cas, c'est vrai que les marketplaces, je pense que ça peut être un vrai Eldorado hein, pour les commerçants, mais en effet, ça demande de la préparation pour pas que ça tourne un peu justement au chemin à l'inverse. Donc voilà, les premiers conseils, c'est, comme je disais, c'est vraiment diversifier ses sources, vraiment développer un portefeuille le plus rapidement possible de places de marché pertinentes, sans non plus trop se étirer entre trop de canaux de vente. Et le deuxième que je pourrais donner, c'est garder en fait un suivi constant en fait de ces analyser, test and learn, c'est garder cette flexibilité sur les places de marché quand on se lance, parce que on va pas forcément trouver du premier coup le modèle qui va fonctionner, la stratégie qui va fonctionner. Il faut garder à l'idée que c'est un secteur qui s'adapte constamment. Et donc, nous, on doit constamment s'adapter. Et c'est quand même le point, je trouve, le plus important à retenir. Il ne faut pas se figer sur une stratégie et y aller coûte que coûte. Il faut savoir, des fois, faire marche arrière et retrouver un autre modèle.
Très bien, merci Cyprien pour ton feedback. Et Hugo, tu as la parole pour... Ouais, complètement. Je dirais également de l'investissement. Donc, il y a une notion de quand on se lance sur les marketplaces ou alors qu'on veut vraiment accélérer sur son activité marketplace, il faut forcément se pencher sur une question d'investissement, sur les bons outils. On en a parlé très rapidement pendant ce podcast, mais cette notion également de qualité de service demandée par les marketplaces, avec forcément des taux qui peuvent être assez compliqués à mettre en place. Tout passe également via des outils comme ChallengeIn par exemple, où ça peut nous permettre vraiment de délivrer une expérience client qui est top. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que après ça peut amener des suspensions de boutique où on perd quelques centaines d'euros, voire des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros comme j'ai pu le voir par jour. Et au final, tout ça parce qu'on a les mauvais outils. Donc vraiment prendre en compte ce stack technique à mettre en place, bien le mettre en place. Et après, l'autre point, pour vraiment réussir sur les marketplaces plus au global, comme Cyprien l'a extrêmement bien dit, avoir un mix marketplace qui est performant, connaître également les consommateurs qui vont aller et qui vont acheter sur la marketplace, et également savoir quelle est notre stratégie. En fait, il y a également une stratégie de mise en place sur est-ce qu'on cherche de la notoriété, est-ce qu'on cherche de la croissance, est-ce qu'on cherche de la profitabilité. Mais encore une fois, ce qui est top avec les marketplaces, c'est qu'on a vraiment une flexibilité et une rapidité d'action qui est imbattable, franchement. Ok, très bien. Merci beaucoup Hugo et Cyprien pour vos feedbacks et vos conseils finaux. Après, on a quasiment 1 heure d'échange ensemble, donc je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre en vous écoutant. Et si les gens sont arrivés jusqu'à ce moment, c'est qu'ils ont appris déjà beaucoup de choses. Mais vraiment, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, d'avoir pris 1 heure de votre temps quand même alors qu'il y a pas mal de sujets comme vous venez de nous l'évoquer dans vos agendas. Mais c'était super intéressant d'avoir ce retour Calicozy, retour terrain et retour solution avec toi Hugo ChallengeIn. Je peux vous laisser tous les deux si c'est ok un mot de la fin pour conclure notre échange et avant de nous séparer pour la fin de ce podcast. Cyprien peut-être et puis après Hugo, comme on le fait depuis le début, comme ça c'est plus facile. Cyprien et Hugo ensuite. On garde le même ordre. Non mais en tout cas encore merci à toi Charles et à toi Hugo pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager en tout cas les expériences que nous on a acquis sur ce secteur. Et donc voilà, comme je le disais, c'est encore une fois c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est vraiment un secteur hyper intéressant qui est toujours en constante innovation. Donc c'est pour ça que, comme disait Hugo, on y reste parce que c'est aussi ça nous porte un peu tout ce travail et toutes ces innovations. C'est toujours hyper motivant de travailler dans ce genre de conditions. Et donc voilà, merci pour cette invitation. Et puis j'invite, je pense que c'est hyper important pour les gens de s'ils ont des questions à les poser. C'est vrai que c'est des points. Nous, ça nous paraît clair à nous Hugo parce qu'on est dedans depuis très longtemps. Des fois, il y a peut-être des points qui sont survolés, qui sont peut-être beaucoup plus importants à préciser. Donc voilà, je trouve que c'est important aux personnes qui nous écoutent de poser des questions pour avoir plus de détails sur certains points. Ouais, le message est passé et plaisir partagé. Cyprien, merci beaucoup. Et Hugo, je te tends le micro pour ton mot de la fin. Ouais, et puis comme Cyprien l'a dit, un grand merci à toi et du coup également Cyprien pour ce partage. Et je pense qu'on avait fait 1 heure de podcast, mais on aurait pu en faire 10. Et on aurait pu faire également 1 heure de podcast sur toutes les péripéties qu'on peut avoir avec les marketplaces. Donc d'où l'importance, comme Cyprien l'a dit, de pas hésiter à poser des questions. Dispo sur LinkedIn, par email. Vraiment, c'est avec grand plaisir d'échanger sur le sujet. Encore une fois, il faut saisir cette opportunité de lancement sur les marketplaces. Pas avoir peur. Et puis, pour ça, on est à dispo s'il y a des questions. Oui, on va partager vos contacts. Comme ça sera plus simple si vous voulez échanger soit avec ChallengeIn, soit avec Calicozy pour aller un petit peu plus loin dans les échanges. Comme vous le disiez, messieurs, on aurait pu même faire toute une saison avec plusieurs épisodes sur les marketplaces. On est resté sur 1 heure, mais une nouvelle fois, je vous remercie pour votre temps, toutes ces précisions, toute votre transparence aussi, qui vont beaucoup apporter bien sûr à notre audience. Et voilà, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et puis on va suivre vos actualités sur les prochaines semaines, les prochains mois, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont se passer. Mais une nouvelle fois, je vous remercie de votre présence et merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast d'e-commerce nation. On se retrouve très vite pour, bien sûr, de nouveaux contenus et toute une veille qui est possible de faire pour vous sur e-commerce nation. Et puis, Cyprien et Hugo, à très bientôt et belle continuation à vous. Merci. Salut.
J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.